Bonjour, je suis Chris Burns et bienvenue dans The Network, un débat intense en réseau avec ceux qui font l'actualité. Et voici les titres. L'Europe fait face à sa plus grave crise des réfugiés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils sont des milliers à arriver à ses frontières presque chaque jour. Parmi les Européens et leurs dirigeants, certains estiment que l'absence de frontières au sein de l'espace Schengen est remise en cause, tout comme l'accord de Dublin sur le droit d'asile. D'autres dénoncent le manque d'initiative de l'Europe en vue d'aider les victimes de conflits que l'Union et la communauté internationale n'ont pas réussi à régler. Les dirigeants européens essayent de s'entendre sur de nouvelles mesures. Une réponse peut être trop faible et trop tardive. À long terme, l'espace Schengen est-il condamné? Connecté dans cette édition, ici au Parlement européen à Bruxelles, John Fredrickson, représentant en Europe occidentale de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, Ska Keller, vice-présidente du groupe des Verts, Alliance Libre Européenne au Parlement européen, et Ray Finch, membre du Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni UKIP, et eurodéputé du groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe. Bienvenue à tous, une première question qui s'adresse à vous tous, mais commençons par Ray. L'accord de Schengen est-il condamné? Oui, c'est évident. C'est ce qui se passe toujours quand vous mettez la pression sur quelque chose qui est aussi inutile que ça, quelque chose qui a été aussi mal pensé, ça va se fissurer et finir par casser. Ok, mais c'est peut-être aussi une question de solidarité. Ska, qu'en pensez-vous? Schengen est au cœur de ce que signifie l'Union pour les gens. La liberté de voyager, de passer les frontières internes librement, c'est au cœur de ce qui fait réellement l'Union. Ce serait une très grave erreur de remettre ça en cause aujourd'hui. Ce qui est vraiment en question, c'est l'accord de Dublin sur le droit d'asile, parce qu'il est très clair qu'on ne peut pas laisser cette responsabilité aux pays situés aux frontières de l'Union quand il y a autant de demandes d'asile. John, vous qui voyez ça de l'extérieur, qu'en pensez-vous? Je pense qu'il est un petit peu trop tôt pour parler de scénario catastrophe. L'Union européenne est mise sous tension, mais on doit mettre les choses en perspective. Les arrivées de réfugiés en Europe depuis le début de l'année, cela représente 0,1% de la population européenne. Dans un pays comme le Liban, c'est 33%. Donc de ce point de vue, il s'agit d'une crise gérable et on peut la gérer. Il faut de la solidarité entre les États membres. En termes de pourcentage, oui, mais en termes de nombre d'arrivées, c'est très conséquent. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, essaie d'inciter les pays à se répartir 120 000 réfugiés. Ce n'est qu'une petite proportion. Ska, comment convaincre des nations de le faire? C'est vraiment une question de solidarité. Il y a des États membres qui ne veulent pas vivre ensemble dans la solidarité, même s'ils ont signé des accords en ce sens quand ils ont rejoint l'Union européenne. Et un grand nombre d'entre eux ne veut pas aider les réfugiés. C'est un problème parce que le droit d'asile est l'un des plus fondamentaux dans l'Union européenne. Ok, Ray, comment voyez-vous cet esprit de solidarité? Il n'y aura pas de solidarité quand vous avez Angela Merkel qui change de position et qui dit que les portes sont ouvertes et que dans le monde, plus de 3 milliards de personnes vivent avec moins de 3 $ par jour. Si vous êtes l'une de ces personnes, vous vous dites « je vais aller en Europe ». Donc, on ne parle pas de 120 ou 260 000, mais il est question de beaucoup plus. On est tous capables de comprendre ça, et c'est pour ça qu'on va vers l'échec. John, comment persuader les pays de l'Est de l'Europe qui font face à des difficultés économiques d'accueillir davantage de réfugiés? Il faut s'intéresser aux pays qui ne sont pas vraiment partants pour cette répartition. En réalité, s'ils l'appliquaient, ils devraient accueillir moins de personnes qu'aujourd'hui. Donc il faut faire moins de rhétorique, moins mettre en avant ce scénario catastrophe et se concentrer sur les conditions pratiques dans lesquelles l'Europe peut gérer cette crise. Et on peut le faire. Dans l'opinion publique, on se dit déjà qu'on peut le faire. Les réactions sont positives. Ok, vous parlez de l'opinion publique, mais comment persuader les électeurs lambda d'accepter ça, Ska? En réalité, aujourd'hui, en Europe, on voit des citoyens lambda qui persuadent leur propre gouvernement d'accepter ça. On a assisté à un immense élan de solidarité à l'égard des réfugiés, et j'aimerais voir la même chose du côté des chefs d'État et de gouvernement. Ils sont en situation d'échec, mais leurs citoyens leur mettent la pression pour qu'ils avancent. C'est vraiment positif qu'il y ait autant de gens qui se disent « un réfugié est une personne comme vous et moi, et je ne vais pas tolérer que ces gens dorment dans la rue ou meurent de faim ».
Ray, vous pourriez avoir un retour de flamme de la part de vos électeurs, non? Il n'est pas question de réfugiés ici, mais de migrants. Le directeur de l'agence Frontex lui-même a dit que l'immense majorité de ces personnes immigrent pour des motifs économiques. Ils se débarrassent de leur passeport. L'agence britannique Press Association a rapporté avoir vu des passeports de nombreux pays qui avaient été jetés. Tout ce que vous avez à faire aujourd'hui, c'est vous présenter à une frontière européenne et dire « Je suis syrien ». John, que répondez-vous aux populistes qui disent que parmi ces migrants ou réfugiés, il y a des terroristes? Le parcours de ces personnes qui ont enduré ce qu'elles ont enduré pour arriver jusqu'ici, ce n'est pas vraiment celui que font ceux qui veulent infiltrer l'Europe, l'Amérique du Nord ou un autre pays. Des processus de vérification efficaces existent déjà dans les mécanismes de contrôle des États membres et on peut y avoir recours. Cette crise est gérable, c'est une crise des réfugiés. La moitié d'entre eux vient de Syrie et il faut en tenir compte. Mais d'où vient l'autre moitié? D'ailleurs, ce n'est pas la moitié. Le président de la Slovaquie a dit que 95% d'entre eux immigrent pour des motifs économiques. De plus, certains ont déjà été arrêtés aux frontières avec de la propagande pour l'État islamique et des vidéos de décapitation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouvrir les portes à l'État islamique en leur souhaitant la bienvenue? Le problème qui se pose actuellement, c'est davantage ces gens qui partent d'Europe pour aller combattre en Syrie, en Irak, aux côtés de l'État islamique. Nous, en tant qu'Union européenne, nous sommes une union construite sur la paix, la liberté et les droits de l'homme. Et si on veut rester attaché à ces valeurs, on doit aider ceux qui sont en difficulté. Et ce sont ceux qui continuent de mourir en Méditerranée. Parlons à présent de la zone de conflit elle-même. Un mouvement se dessine en faveur de davantage de frappes aériennes visant l'État islamique. Pensez-vous que cela aidera vraiment à résoudre le problème? John? Je crois que bien sûr la communauté internationale doit prendre la crise pour ce qu'elle est, non seulement en Syrie, mais aussi dans d'autres pays d'où viennent ces personnes, comme l'Afghanistan, l'Érythrée, l'Irak, et chercher des solutions localement, c'est évident. Ces populations ne veulent pas devenir des réfugiés. Ray, les frappes aériennes, vous y êtes favorable? Je ne l'ai jamais été, je ne le serai jamais. Le problème, c'est que ces gens qui plaident pour des frappes en Syrie contre l'État islamique, ce sont les mêmes qui, il y a 2 ans, réclamaient des frappes contre le président syrien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue d'interférer dans les décisions d'autres nations souveraines ou est-ce qu'on dit « réglez les choses vous-même et on vous aidera dans la mesure du possible » Il est clair que la communauté internationale n'arrive pas à régler cette question. En ce cas, comment faire? Ces personnes sont en train de fuir la terreur de l'État islamique et ensuite on leur dit que ce sont des terroristes. C'est très bizarre. Et il y en a beaucoup d'autres qui fuient sous les bombes de Bachar el-Assad. Donc tout le problème est là. En attendant que la guerre s'arrête, il faut envisager une solution politique durable et elle existe. Le pays et la région ne sont pas sûrs, le conflit est très étendu et il y a désormais une initiative diplomatique de l'Union européenne. J'espère vraiment qu'elle va réussir. C'est très important. Pourquoi l'Arabie saoudite n'accueille-t-elle pas ces personnes? Ce pays, tout comme le Koweït, a déjà dit qu'il ne voulait accueillir aucun de ces réfugiés en provenance de Syrie, quel qu'il soit, en raison du risque d'activité terroriste. Ils les connaissent mieux que nous. John, qu'en pensez-vous? Il faut que la communauté internationale s'attaque à cette crise à la racine et qu'elle soutienne les populations de cette région, en tout cas celles qui peuvent rester, par le biais d'une aide humanitaire d'un niveau digne. Ce n'est pas ce qui est en train de se passer et c'est ce qui est le plus triste. Ska, très rapidement sur cet aspect du développement, de nombreux migrants arrivent pour des raisons économiques. L'Union ne devrait-elle pas faire plus pour favoriser le développement de leur pays pour qu'ils puissent y rester? Tout d'abord, il y a des réfugiés qui arrivent et ces personnes fuient la guerre et la persécution. Il y a aussi beaucoup de gens qui, en effet, font face à une situation économique désastreuse dans de nombreuses régions du monde. Et l'Union ne fait pas assez. Parce que, bien sûr, il y a l'aide au développement, ce qui est une très bonne chose, mais dans le même temps, nous avons des politiques sur le commerce, la pêche et l'agriculture qui rendent ces populations encore plus pauvres. Nous avons des choses à faire en la matière. Mais d'un autre côté, je n'ai jamais considéré l'Arabie saoudite comme un exemple en termes de respect des droits de l'homme. Mais je trouve intéressant que le UKIP veuille le faire. Ray, vous voulez réagir? Oui, comme Ska vient de le dire, nos politiques européennes, et je reprends ce qu'elle vient de dire, sont corporatistes et colonialistes. Il se trouve que je suis le porte-parole du UKIP pour ce qui concerne la pêche, et des choses comme la politique commune de la pêche font des ravages dans le tiers-monde, et l'Union doit arrêter cela immédiatement. Merci Ray, c'est tout pour aujourd'hui. Je voudrais remercier nos invités John Fredrickson, Ska Keller et Ray Finch. Je suis Chris Burns et à bientôt pour une prochaine connexion à The Network.